Cher Bachir, on a déjà introduit les sujets sur lesquels tu vas intervenir tout à l'heure. Juste rappeler que Lantin, Ben Barka ont en commun le Maghreb, la lutte contre le colonialisme, le néocolonialisme, le capitalisme. Et vous avez en commun aussi l'exil contraint, l'exil forcé. Vous l'avez aussi en commun avec Alice Cherki qui intervenait tout à l'heure. Bref, à toi d'intervenir, de nous rappeler ce qu'on a tristement appelé l'affaire Ben Barka, de nous rappeler le combat d'une famille, mais pas que. Il y a de très nombreux, d'une société civile, et puis aussi depuis 60 ans, je ne sais pas, j'ai envie de dire, vous vous heurtez à la raison d'État, et puis d'aborder bien évidemment ce sujet, ce leitmotiv qu'on aborde depuis tout à l'heure, par-delà l'expérience de ce journaliste qui était Albert Paul Lantin. Revenir, si tu le souhaites, on n'a pas évoqué le dernier ouvrage tout pourri qui a largement diffamé Albert Paul Lantin, mais voilà, aborder la question des dérives de la presse parce que vous avez été, votre travail pour la reconnaissance, votre travail pour reconnaître la vérité, et puis un travail pour la justice, pour que des responsables, les responsabilités individuelles et étatiques soient reconnues à un moment donné, que ce travail-là, il est aussi freiné par une certaine presse qui n'accompagne pas honorablement le combat qui mérite d'être soutenu 60 ans, presque 60 ans plus tard. En 2025, ça fera 60 ans. Merci. Merci à Dominique, à la famille Lantin et aux organisateurs de me permettre d'être ici présent pour évoquer avec vous la mémoire de deux personnes qui ont partagé les idéaux communs de liberté, d'émancipation, de dignité, de solidarité, et des combats communs pour les faire aboutir, tout au moins pour les faire progresser. Albert Paul et Médée étaient contemporains, presque du même âge. Entre 1940 et 1942, 1940 et 1942, ils étaient tous les deux à l'université d'Alger. Albert Paul Lantin en philosophie et droit, Mehdi Ben Barka en mathématiques. En s'engageant dans la résistance puis dans le journalisme, Albert Paul Lantin devient résolument un spectateur-acteur, comme il le dit, ardent défenseur de la lutte anticoloniale et anti-impérialiste. Durant son séjour à Alger, Mehdi noua des relations profondes et durables avec les futurs dirigeants du mouvement de libération nationale maghrébin. Et surtout, il développa une conscience internationaliste qui ne le quittera plus. Il ne dissociera plus le combat du peuple marocain de celui des autres peuples du tiers-monde. Cela lui voudra d'être une cible privilégiée pour toutes les forces qu'il combattait. Cela lui voudra aussi d'être condamné à mort par contumace lorsqu'il s'est levé contre la guerre fratricide, la guerre des frontières entre Maroc et Algérie en 1963. C'est ce que j'avais écrit, c'est ce que j'ai écrit. Et puis je me suis rappelé qu'il y a 40 ans, il y a eu une réunion commémorative d'enlèvement de Mehdi Ben Barka à Paris, le 28 octobre 1984. Albert Paul Lantin était présent. Et voilà ce qu'il a dit. Entre 1940 et 1941, à Alger, Ben Barka et moi sommes des copains d'études. Je fais des études de droit et de philosophie, lui de mathématiques. Nous habitons très près l'un de l'autre. Nous étions évidemment engagés politiquement. D'une part, je luttais contre la domination allemande sur le peuple français, et d'autre part, j'aidais les Maghrébins contre la domination française. Ce n'était pas simple. Mais la liberté indivisible, et étant donné la conjoncture, il fallait faire ce double travail. Ben Barka, lui, participait déjà activement au nationalisme marocain. Il avait une grande activité au collège durant ses très brillantes études. Il menait un chemin personnel, très religieux au départ. Il était devenu peu à peu agnostique, tout en restant extrêmement attaché à la culture, à la civilisation musulmano-arabe. Un peu plus loin, il dit un autre point important chez lui, ses options par rapport à la guerre mondiale. À cette époque, il y avait une forte tendance dans les pays aujourd'hui dits du tiers-monde, dont les principaux dominateurs étaient les Anglais, les Américains et les puissances occidentales,
avoir une certaine sympathie pour les Allemands, pour l'action allemande selon le principe « les amis de mes ennemis sont mes amis ». Nous y a un certain nombre à estimer que c'était une faute morale, sachant ce que représentait le nazisme, mais aussi faute politique, car cette attitude occultait complètement la dimension nazie en Allemagne. Nous vîmes en Allemagne une puissance impérialiste, mais différente des autres. Nous avons défendu ce point avec acharnement, notamment Ben Barka, de façon très efficace auprès du chef du parti du peuple algérien clandestin. Le PPA est resté totalement étranger à ce courant. Seuls sont tombés dans ces tentations tendues par les nazis, quelques groupes minoritaires, certains journaux à Paris et quelques organisations étudiantes. Ceci a montré la sudité politique de Mehdi, voire à la fin à long et à court terme. Donc voilà un petit peu une partie de ce texte d'Albert que j'ai retrouvé vraiment il y a quelques jours et qui illustre très bien un peu ces relations. Moi aussi, je m'interrogeais sur les éventuelles relations à Alger durant cette période. Bon, voilà. Voilà, on m'a demandé d'intervenir sur 3 sujets. Donc le premier, c'est ça pour faire le point avec vous sur l'avancement de la recherche de la vérité, sur l'enlèvement et l'expiration de Mehdi Ben Barka. Dans le deuxième, j'évoquerai cet immense espoir qu'a représenté la tricontinentale. Et dans le troisième volet, je viendrai sur les dérives d'un certain journalisme qui se nourrit d'à peu près de fausses coupes, de manipulations et de calomnies. L'état du dossier. Le 29 octobre 1965, Mehdi Ben Barka est interpellé devant la brasserie LIP à Paris par 2 policiers français. À ce jour, la vérité n'a pas toujours été faite sur les conditions exactes de la disparition de l'un des principaux responsables de l'opposition marocaine et symbole du mouvement international de la solidarité des peuples du tiers-monde. Au moment de son enlèvement, on l'a déjà rappelé, il présidait le comité préparatoire de la conférence de solidarité des peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, plus connue sous le nom de Tricontinentale, et qui devait se tenir à La Havane en janvier 1966. Depuis plus de 59 ans, bientôt 60 ans, les questions essentielles posées par ma famille et notre avocat historique, M. Maurice Butin, demeurent toujours sans réponse. Questions qui nous intéressent sur le plan humain, en tant que famille, mais également en tant que citoyens, car nous sommes en présence d'un assassinat politique, d'un crime d'État. Comment est mort Mehdi Ben Barka? Qui sont ses assassins? Où est sa sépulture? Toutes les responsabilités, individuelles ou étatiques, ont-elles été établies? Il est indéniable que les responsabilités politiques marocaines à l'origine de l'enlèvement se situent à un échelon élevé, au niveau du Palais Royal. Et même si des truands notoires sont utilisés, les complicités françaises et internationales au niveau des services de renseignement français, israéliens et états-uniens, et complicité de la police ne sont ni vulgaires ni subalternes, comme a voulu le faire penser Charles de Gaulle. Les raisons d'État, principalement marocaines et françaises, restent aujourd'hui l'obstacle majeur à l'action de la justice pour établir toute la vérité sur l'élément suivi de la disparition de mon père. Rappel rapide des faits. Après avoir interpellé mon père, les 2 policiers le font monter dans leur voiture de service. S'y trouve un agent du SDEC, les services secrets français, et un truand. Il se dirige vers Fontenay-le-Vicomte, chez Georges Bouchèche, truand notoire. Le lendemain, arrive à Paris le ministre marocain de l'Intérieur, le chef de la sûreté marocaine et des agents des services marocains. Depuis, le sort de mon père demeure ignoré. Si on ne peut douter de sa mort, les circonstances et les auteurs de celle-ci restent inconnus, ainsi que le lieu de sa sépulture. Au nom de sa famille, son frère Abdelkader Ben Barka dépose une plainte pour enlèvement et séquestration. 2 procès devant la cour d'assises de la Seine eurent lieu en 1966 et 1967. Ils ne permirent cependant pas d'établir la vérité. 2 condamnations de prison furent prononcées à l'encontre de l'agent du SDEC et de l'un des 2 policiers. Si le directeur de la sécurité marocaine, Dimi, fut acquitté, des condamnations par contumace furent prononcées à l'encontre du ministre de l'Intérieur, Oufkir, de l'agent marocain Miloud Tounsi, connu dans le dossier sous le nom de Chtouki, et des 4 truands français de la bande Bouchèche, partis se réfugier au Maroc. En 1975, avant que la prescription ait pu avoir lieu, une nouvelle plainte est déposée par moi-même pour enlèvement, séquestration et assassinat. Elle est toujours en instruction devant le tribunal judiciaire de Paris. 13 juges se sont depuis succédés sur le dossier. Alors, les blocages dus à la raison d'État. La raison d'État ou la raison des États dont les services sont impliqués a été et reste l'obstacle majeur à l'établissement de la vérité. Du côté marocain, il a fallu attendre le décès de Hassan II en 1999
pour que les commissions rogatoires internationales des juges d'instruction français commencent à être exécutées au Maroc. Donc un juge français ne peut pas aller se déplacer au Maroc pour investiguer. Donc il demande à un juge marocain de faire à sa place les recherches qu'il lui demande de faire. Ce qui veut dire aussi qu'on est tributaire de la bonne volonté d'un juge marocain qui, comme vous le savez, est loin d'être indépendant. Alors ce n'est qu'après la mort d'Hassan II que les commissions rogatoires commencent à être exécutées au Maroc. Elles ont été à minima jusqu'en 2003 et ont quand même permis d'établir la présence des truands français au Maroc, où ils s'étaient réfugiés, où ils ont disparu, très certainement exécutés par la police politique marocaine. D'autres commissions rogatoires ont été adressées en septembre 2003, en novembre 2005 et en septembre 2006. Elles ont été renouvelées en mai 2017 et en février 2018. Elles concernent les 4 truands, réfugiés au Maroc, les principaux acteurs marocains du crime et des demandes de fouilles au centre de détention extrajudiciaire dit le PF3 à Rabat, où on pense que les truands ont été exécutés et enterrés, ainsi que d'après certains témoins, on pense que s'y trouve la tête de mon père qui avait été amenée au Maroc pour la montrer au roi Hassan II. Ces commissions rogatoires n'ont pas été exécutées par les autorités marocaines, aucune de ces commissions rogatoires. Ainsi, des témoins importants, membres du système sécuritaire, n'ont pas été entendus. Certains sont décédés aujourd'hui, emportant avec eux la part de vérité qu'ils détenaient sans que la justice ait eu l'occasion de les entendre. Du côté français, depuis l'enlèvement et la disparition de mon père, le secret de la défense nationale, qui couvre les documents des services secrets français, le SDEC d'abord, puis ensuite la DGSE, a constitué l'un des points principaux du blocage de l'action de la justice pour établir la vérité. Sous le septennat du président Giscard d'Estaing, le refus a été catégorique. Après l'élection de François Mitterrand, une légère avancée permet aux juges de récupérer en 1982 certains des dossiers du SDEC. Mais seul un tiers des dossiers qui ont été remis est déclassifié, sans aucun intérêt pour la connaissance de la vérité. Les 2 autres tiers n'ont pu être déclassifiés qu'en 2003. Après leur consultation, on se rend compte que rien ne justifiait que ces documents soient restés couverts par le secret défense aussi longtemps. En 2010, le juge Ramael décide de mener une perquisition au siège même de la DGSE, accompagné du président de la commission consultative du secret défense nationale. Cette commission a été instaurée par Jospin en 1998, ce qui était une certaine avancée, parce que jusque-là, c'était seuls les ministres, les ministères ou les administrations concernées par le secret défense qui étaient habilités à dire, à lever ou pas le secret défense. Avec la commission consultative, il a été possible à un juge d'instruction de demander à cette commission de donner un avis sur les documents que les juges voulaient ou pas consulter. Bon, cette commission était consultative, mais c'était quand même un avancé parce que les instructions que Jospin avait données, c'est que les ministères concernés devaient suivre à la lettre les décisions de cette commission, ou les avis de cette commission. Donc le juge Ramael fait une perquisition au siège même de la DGSE. En tant que juge d'instruction, il ne peut pas lui-même aller perquisitionner. Le siège de la DGSE est couvert par le secret défense. Donc en fait, c'est le président de la commission consultative qui va aller chercher les documents que le juge veut consulter. Le juge souhaite consulter les dossiers de 80 personnes. Seuls 23 dossiers sont remis au président de la commission consultative, qui est chargé de constater qu'il s'agit bien de dossiers concernant l'affaire Ben Barka. Le président de la commission, c'est un haut conseiller d'État, c'est un juge conseiller d'État, donc c'est pas le premier venu. Il a pu constater que les documents qu'on lui confiait concernaient bien l'affaire. Seulement, la dite commission s'est ensuite réunie en commission plénière pour donner son avis sur la déclassification des pièces saisies. Et avec le juge, on a été scandalisé de constater qu'en fin de compte, sur les 484 pages qui étaient saisies, il n'en reçoit que 144. Les autres pages n'ont, soi-disant, aucun lien direct ou indirect avec le dossier. Ce qui fait que la commission a déjugé son président. On ne sait pour quelle raison, ni à la suite de quelle pression. Et depuis, aussi bien sous les présidences de François Hollande que d'Emmanuel Macron, toutes les démarches de la partie civile et des juges pour lever le secret défense sur ces pièces n'ont obtenu aucun résultat. Le président Macron avait pourtant placé son premier quinquennat sous le signe de la rupture avec une certaine pratique de la politique. Nous avons été très sensibles à l'engagement solennel qu'il avait pris à Ouagadougou
l'engagement de déclassifier tous les documents relatifs à l'assassinat du président Thomas Sankara. Mais par la contre, on s'est rendu compte que c'était un effet d'annonce, que jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait d'une manière sérieuse. De la même manière, nous avons salué la portée historique de la visite rendue à la veuve de Maurice Audin et sa déclaration sur la responsabilité de l'État français de la disparition du jeune militant anticolonialiste et que tout sera fait pour que toute la vérité soit faite sur la mort et l'assassinat de Maurice Audin. Jusqu'à ce jour, la famille n'a toujours rien reçu de concret pour connaître exactement comment est mort Maurice Audin. Dans le même état d'esprit, nous étions convaincus que le président Macron aurait pu favoriser l'accès à tous les documents et informations pouvant aider à la manifestation de la vérité sur la disparition de Mehdi Ben Barka, plus de 50 ans après. Avant qu'il soit trop tard, les témoins vieillissent, certains meurent, et les éléments matériels risquent de disparaître. Il n'en a rien été. Le second quinquennat, largement entamé, n'a toujours pas permis de mettre fin à cet entêtement au nom de la raison d'État, a refusé d'admettre le rôle de la France dans l'une des affaires les plus scandaleuses de la Ve République. 59 ans après les faits, il y a cette persistance à protéger et à couvrir les dérapages des services d'État et leur complicité avec les services sécuritaires d'un État étranger, en l'occurrence le pouvoir marocain, pour commettre un crime à Paris. Bien sûr, on peut toujours espérer que deux nations comme la France et le Maroc ne devraient plus user d'inertie et de dérobade pour empêcher le déroulement normal de la justice. L'espoir fait vivre, mais nous, on s'accroche à cet espoir. Elle se grandirait en assumant pleinement leur responsabilité pour que la vérité soit établie au grand jour et que la justice puisse se faire. Durant le débat, on va peut-être revenir sur cette notion de secret d'État et comment en France, le secret défense bloque d'une manière très concrète l'accès à la vérité à beaucoup d'autres affaires. Il n'y a pas seulement d'autres affaires, il y a une vingtaine d'affaires. On s'est regroupé dans un collectif qui s'appelle le collectif Secret Défense, un enjeu démocratique, où une vingtaine d'affaires sont bloquées à cause du secret défense. Donc, raison d'État côté israélien. Le rôle du Mossad dans la disparition de mon père est établi. Le Mossad israélien était intéressé dans l'enlèvement et la disparition de mon père, je dirais, de deux manières. D'abord, pour rendre service à Hassan II, qui lui-même avait rendu service au Mossad. Il faut savoir que le sommet arabe qui s'est tenu au Maroc en septembre 1965 a été totalement, les réunions à huis clos des chefs d'État arabes et surtout des chefs d'état-major arabes qui étaient présents à ce sommet ont été totalement enregistrés par la police politique marocaine et tous les enregistrements ont été fournis au Mossad. Ce qui a permis à Israël de se préparer pour la guerre de 67 et de connaître exactement l'état des différents pays, des différents régimes arabes. Donc là aussi, le Mossad israélien s'est intéressé à la disparition de mon père, je dirais, pour service rendu. Donc le régime marocain a demandé l'aide du Mossad, qui a répondu favorablement. Mais aussi le Mossad a agi pour son propre compte. Parce qu'en avril 1965, dans un colloque qui a tenu lieu au Caire, organisé par l'Union des étudiants palestiniens, la GOUPS, mon père avait, dans une conférence, pour la première fois, mis à nu les accointances, les relations entre Israël et le régime d'apartheid d'Afrique du Sud et les colonies portugaises en Afrique. Donc il a appelé la pénétration sioniste d'Israël en Afrique, ce qui a amené un certain nombre de pays arabes, un certain nombre de mouvements progressistes arabes à couper les liens avec Israël. Et surtout, dans cette conférence, il a inséré la question palestinienne dans son vrai contexte, à savoir en tant que mouvement de libération nationale et non pas en tant que conflit religieux ou de terre entre Arabes et Israéliens, mais en tant que mouvement de libération qui devait s'insérer totalement dans le mouvement du tiers-monde et d'Afrique occidentale qui se préparait. Donc à ce titre-là aussi, Israël, le Mossad israélien, œuvrait pour son propre compte pour aider la police politique marocaine dans la traque et l'enlèvement de mon père. Jusqu'à quel point le Mossad est intervenu, on ne le sait pas. Un certain nombre d'écrits, de livres, d'articles israéliens, de journalistes et de chercheurs sont même allés jusqu'à dire que c'est le Mossad qui aurait
qui aurait enterré le cadavre de mon père quelque part dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Bon, et cela, sans preuve. Une commission rogatoire a été adressée en 2015 à Tel Aviv, transmise aux autorités judiciaires en juin 2015. Elle a été renouvelée en janvier 2017. Elle est restée sans réponse à ce jour. Et comme cela peut arriver, comme cela est arrivé, il y a quelques mois, nous avons appris le décès de l'un des anciens responsables des services secrets israéliens à Paris, qui était le chef de poste à Paris, et qui a, dans un certain nombre d'interviews à des télévisions israéliennes, avait clairement indiqué le rôle du Mossad dans la disparition de mon père. Il n'a jamais pu être entendu par un juge, parce qu'il est mort, sans que la justice israélienne ait pu faire exécuter la commission rogatoire. Alors, blocage côté américain. Bien sûr, la tenue de la tricontinentale à La Havane a causé un grand souci, bien sûr, pour les autorités américaines. Ce qu'on a su par la suite, c'est que les activités de mon père étaient très suivies par la CIA. Nous avons pu obtenir un curriculum vitae de mon père qui date et qui a été établi par les services secrets américains, par la base navale américaine au Maroc, qui date de 1944. C'est-à-dire, de 1944, les services secrets israéliens suivaient les activités politiques de mon père. On a pu aussi obtenir un certain nombre de télégrammes entre ambassades américaines qui indiquaient à chaque fois son passage dans telle ou telle capitale africaine ou asiatique, et qui informait les autres ambassades de ses prochains déplacements. Donc il était certain que les services secrets américains, qui avaient des agents à demeure en plus auprès des services secrets marocains à Rabat, que les services secrets américains étaient très intéressés par l'activité de mon père et par sa préparation de la tricontinentale. Donc en 1976, une procédure est engagée dans le cadre du Freedom of Information Act, qui permet la déclassification d'un certain nombre de documents relatifs aux personnes, c'est-à-dire relatifs à mon père. Donc j'ai demandé à la CIA tous les documents relatifs à Mehdi Ben Barka. Dans sa réponse du 11 août 1976, la CIA reconnaît détenir 1846 documents correspondant à la demande. Plus de 4000 pages. Dans un courrier, en 1977, elle nous informe en fin de compte que ces documents ne peuvent pas être déclassifiés, invoquant la défense de la sécurité nationale des États-Unis. Bon, quelques documents nous ont été envoyés, mais sans aucun intérêt, il dirait, sur l'affaire, d'intérêt d'ordre historique. Mais la grande majorité des 1846 documents restent jusqu'à aujourd'hui indisponibles. En 2002, nous avons fait une requête conjointe avec Human Rights Watch et l'Institut Medvedev en direction de la CIA, mais qui n'a pas abouti. Dernièrement, là aussi, j'ai relancé la CIA en disant que 60 ans après, il était, je dirais, impossible que le secret défense soit encore imposé à ces documents, au moment même où la CIA rend public un certain nombre de documents relatifs à ses activités dans les années 60 précisément. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, nous n'avons aucun résultat. Voilà un petit peu aujourd'hui l'état du dossier. Bien sûr, nous continuons à travailler avec Maître Butin, qui est notre avocat historique, mais aussi avec Maître Marie Dosé, qui a rejoint maintenant l'équipe de la partie civile, pour pouvoir je dirais, continuer à poursuivre avec les juges, à inciter les juges à continuer à faire leur travail et à ne pas clôturer le dossier, malgré bien sûr tous les blocages et toutes les difficultés. Je vais à la tricontinentale. Seulement avant de commencer, donc seulement pour dire que le livre d'Albert Pourlantin, La tricontinentale, aux éditions Maspero, est sorti très rapidement après la tenue de la conférence, quoi qu'il est sorti fin 66. Fin 66. Juin 66. Donc c'est une somme, ce livre. Aussi bien sur un plan, on dirait, de la recherche, qu'aussi que sur le plan de la réflexion théorique sur, la filiation de la tricontinentale, mais aussi sur ses perspectives et ce qu'elle va faire. Depuis, très peu de travaux ont été réalisés. Bon, il y a la revue tricontinentale qui a continué
à faire un travail, je dirais un travail théorique de réflexion, mais qui reste quand même de diffusion très limitée. Il a fallu attendre 2015-2016, au moment du 50e anniversaire de la tenue de l'Intercontinental, pour qu'un certain nombre de travaux aient pu être faits pour reparler de l'Intercontinental. Il y a le livre de Saïd Ouamema. Il y a un livre beaucoup plus, je dirais, journalistique de Roger Faligot. Et il y a trois colloques intéressants. Un qui est très important, qui a eu lieu à Coimbra, au Portugal, qui est intitulé « Les héritages de l'Intercontinental ». Malheureusement, les actes ne sont toujours pas sortis. Un colloque qui a été tenu à l'OHESS à Paris. Et puis des journées tricontinentales qui ont eu lieu à Genève en 2015, avec, de manière un peu anecdotique, non, de manière aussi, mais beaucoup moins approfondie, une conférence débat qui a eu lieu à Grenoble, en présence de la fille de Che Guevara et moi-même, au moment pour commémorer les 50 ans de l'Intercontinental. Voilà malheureusement les seules traces qui restent aujourd'hui donc de cette tricontinentale, qui était quand même un grand moment d'espérance pour les peuples du tiers-monde. En janvier 1966 se tenait la conférence internationale de solidarité des peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Plus connue sous le nom de tricontinentale. Elle devait ouvrir aux peuples du tiers-monde des perspectives nouvelles pour renforcer leurs moyens de lutte contre le néocolonialisme, l'impérialisme et le sionisme. Ce n'était pas la première manifestation de la solidarité entre les peuples en lutte contre l'oppression, la dictature, l'agression extérieure, l'occupation ou tout simplement l'injustice. De manière plus significative, si on veut s'y situer dans l'affiliation de l'Intercontinental, il est important de citer la conférence de Bandung, tenue en 1955, 10 ans plus tôt. Ce fut un événement capital dans la prise de conscience des peuples d'Afrique et d'Asie de la nécessité de s'organiser, de faire entendre leur voix sur la scène internationale et de soutenir leur lutte d'indépendance nationale. Bandung fut une conférence hétérogène, composée de représentants de gouvernements. Les délégués de pays progressistes comme la Chine, l'Inde ou l'Égypte côtoyaient ceux de gouvernements féodaux comme l'Arabie saoudite ou ceux du mouvement d'indépendance. Cependant, l'apport principal de la conférence de Bandung a été d'affirmer le droit des peuples à la libération de la domination coloniale et au développement, sans toutefois aller jusqu'à la remise en cause des structures archaïques et inégalitaires dans lesquelles les puissances coloniales allaient les laisser. On peut également s'interroger sur l'absence des pays d'Amérique latine, qui avaient déjà acquis leur indépendance depuis un certain temps, mais sans pour autant être des États souverains vis-à-vis de la domination impérialiste nord-américaine. On pouvait y voir les prémices de la capacité des puissances coloniales et impérialistes d'anticiper les conséquences de l'esprit de Bandung et d'essayer d'en détourner et d'en récupérer l'élan. L'esprit de Bandung avait commencé à montrer ses limites face à la réalité de la mise en place des mécanismes politiques, institutionnels et économiques du néocolonialisme. Il devenait évident qu'il fallait prolonger l'esprit de Bandung dans un sens plus radical, porté plus par les organisations populaires que par les gouvernements. En décembre 1957 se tient au Caire la première conférence de solidarité des peuples d'Afrique et d'Asie qui crée l'Organisation de solidarité des peuples afro-asiatiques, l'OSPA. Ce ne sont plus les gouvernements qui sont représentés dans cette organisation, mais les mouvements de libération et les partis progressistes et révolutionnaires. La lutte sociale est intimement liée à la lutte pour les indépendances. Mehdi Ben Barka occupera rapidement une place importante, tant sur le plan organisationnel que des responsables du Fonds de solidarité. Dès la création de l'OSPA, la nécessité d'étendre ces solidarités à l'Amérique latine est unanimement ressentie. Deux événements importants vont permettre que cette perspective devienne peu à peu une réalité. La révolution cubaine et sa victoire en janvier 1959 et l'indépendance de l'Algérie en 1962. La Havane et Alger, beaucoup plus que le Caire ou Accra, vont devenir les centres de ralliement des mouvements de libération nationale et révolutionnaires africains et latino-américains. La concrétisation de l'extension de la solidarité afro-asiatique à l'Amérique latine va être accélérée lors du séminaire afro-asiatique d'Alger en février 1965, où une forte délégation cubaine est présente, menée par Che Guevara. Mehdi Ben Barka y est également présent. Avec Ben Bella, tous les trois posent les bases politiques et organisationnelles de la conférence tricontinentale. En mai 1965, la date et le lieu seront fixés. Ce sera la Havane en janvier 1966. Une autre décision est prise. La composition du comité préparatoire chargé d'organiser, ainsi que la présidence de ce comité, qui est confiée à Mehdi Ben Barka, reconnaissant ainsi ses capacités d'organisateur, de négociateur,
ainsi que sa parfaite connaissance de la situation des différents mouvements de libération et progressistes et révolutionnaires. C'était également une reconnaissance de sa capacité d'être l'arbitre indispensable entre Moscou et Pékin, prenant une ligne autonome des deux grands frères. La conférence tricontinentale va se tenir à La Havane du 3 au 12 janvier 1966, mais sans celui qui œuvra tant pour son succès, enlevé à Paris 3 mois plus tôt. 430 délégués étaient présents, 187 asiatiques, 131 africains, 112 latino-américains. La conférence, en soi, la première du genre, fut un succès. Malgré les obstacles et la résurgence des contradictions sino-soviétiques, les résolutions finales reprirent toutes les lignes forces contenues dans l'appel. Au-delà de l'aspect politique, elle a été l'occasion unique d'échanger les différentes expériences révolutionnaires et de tirer les enseignements de leurs luttes diverses. L'importance juridique, politique, économique et culturelle de la conférence appelée est indéniable. Même la conférence appelée tricontinentale est indéniable. Même si, aujourd'hui, on peut également affirmer que les peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine ont été privés, sinon dépossédés de son héritage. La conférence tricontinentale avait en effet porté leurs espoirs pour exiger de vivre dans la liberté et la dignité, pour briser le carcan du colonialisme et d'exploitation réactionnaire et néocoloniale. La question qui est souvent posée est: que reste-t-il de la tricontinentale et des grandes espérances qu'elle avait suscitées? On peut poser la question autrement. Quelles sont les raisons objectives et subjectives pour lesquelles les peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine ont été frustrés des héritages de la tricontinentale? On ne peut absolument pas ignorer les coups portés à l'élan révolutionnaire par l'action criminelle directe du néocolonialisme, de l'impérialisme et de leurs alliés locaux, par l'élimination des dirigeants, des cadres et des mouvements de libération nationale, des révolutionnaires, dont on a parlé tout à l'heure, affaiblissant les forces porteuses de progrès et de démocratie et apportant par la même un soutien inconditionnel aux forces les plus rétrogrades et les plus corrompues. La liste est longue. Pour se limiter à la décennie qui a suivi la tenue de la tricontinentale, je citerai entre autres le Camerounais Hossein Fofana, assassiné en mars 1966, le président ghanéen Kwame Nkrumah, leader du panafricanisme, renversé par un coup d'État en 1966, Che Guevara, assassiné en 1967, Martin Luther King en avril 1968, Eduardo Mondlane, leader du Front de Libération du Mozambique, tué à Dar es Salaam le 3 février 1969 par un colis piégé mis au point par des agents de la police politique portugaise de Salazar, le gouvernement de l'unité populaire renversé en 1973, Salvador Allende, assassiné, Amilcar Cabral de la Guinée-Bissau, assassiné en janvier 1973, avant qu'il ait pu assister à l'indépendance de son pays. Le représentant de l'OLP, Mahmoud Hamshari, assassiné à Paris en 1973 par le Mossad. D'autres dirigeants de l'OLP assassinés à Chypre, Beyrouth, Rome. Omar Benjelloun assassiné en 1975 à Casablanca, etc. etc. Le réseau Henri Curiel, organisation anticoloniale et antifasciste qui a vraiment œuvré aussi pour la tricontinentale et qui deviendra Solidarité en soutien aux luttes anti-impérialistes, qui était d'abord aussi parmi les organisateurs des porteurs de valises pendant la guerre d'indépendance algérienne, et qui deviendra Solidarité en soutien aux luttes anti-impérialistes et antisionistes dans le monde, avait joué un rôle important dans la préparation de la tricontinentale. Son principal animateur, Henri Curiel, sera assassiné à Paris en 1978, etc. etc. Sans parler du 6 septembre, représentante de l'ANC, assassinée en 1983, etc., etc. En Amérique latine, le plan Condor a été érigé en système de répression à l'échelle continentale, qui a pratiqué la traite, la torture et l'assassinat des dirigeants politiques reconnus, des militants progressistes et révolutionnaires de leurs proches, faisant des milliers et des milliers de disparus et d'assassinés. Mais il serait également utile d'analyser plus finement les erreurs et les insuffisances des mouvements de libération nationale eux-mêmes, qui, par manque d'approfondissement idéologique, organisationnel, n'ont pas pu ou n'ont pas su organiser le combat pour l'indépendance en révolution sociale. Cette réflexion sur le propre cheminement du mouvement de libération, parfois sous forme d'autocritique, a été portée particulièrement par Mehdi Ben Barka et par Amilcar Cabral, et qui reste aujourd'hui d'une brûlante actualité. Ces constats ne doivent absolument pas nous faire oublier ce que la tricontinentale a initié ou contribué à développer dans la lutte contre l'impérialisme, tant sur le plan de la réflexion théorique que d'actions concrètes, mais aussi sur le plan artistique, sur le plan cinématographique et sur le plan culturel. L'espoir insufflé par la tricontinentale et la mobilisation qui l'a accompagnée
a joué un rôle non négligeable dans l'organisation de la solidarité avec la lutte du peuple vietnamien et a fortement contribué à la défaite de l'agression impérialiste américaine au Vietnam. On retrouve l'esprit d'Afrique occidentale dans le soutien matériel et moral aux luttes de libération de l'économie portugaise en Afrique et au combat contre l'apartheid en Afrique du Sud et au développement de ce qu'on a appelé le devoir de solidarité. Dans les années 80, au Burkina Faso, Thomas Sankara s'est aussi clairement revendiqué d'héritage de l'Afrique continentale dans son expérience révolutionnaire avant qu'un terme y soit mis par son assassinat. 58 ans plus tard, de nouveaux défis sont imposés aux peuples des 5 continents, cette fois-ci par la mondialisation, la domination de l'idéologie néolibérale et la financiarisation de l'économie mondiale. Les manifestations meurtrières au nom d'idéologies rétrogrades, moyenâgeuses, des guerres menées par les régimes autocratiques contre leur propre peuple, les détournements et récupérations politiques des soulèvements populaires font partie intégrante de cette volonté d'imposer un nouvel ordre mondial, ou plutôt il faudrait parler de désordre pour permettre la continuité du pillage impérialiste. Cette hégémonie exige une approche et une réflexion différentes autour de la même problématique, la nécessité de développer de nouvelles formes de solidarité entre les peuples, de mettre en œuvre les résistances à opposer à la volonté des multinationales de substituer leurs lois à l'expression démocratique des peuples, de repenser les échanges nord-sud et de réinvestir le champ de l'action sociale et citoyenne. Troisième point, ce que j'ai intitulé l'ère de la calomnie. Comme les mauvaises herbes, la calomnie repousse continuellement. Depuis de nombreuses années, les atteintes à la mémoire de Mehdi Ben Barka se répandent de manière insidieuse. Elles passent par les désinformations, la calomnie, l'insinuation ou l'amalgame. Sans parler, comme tu l'as cité, des tentatives d'occultation de sa mémoire et de son image dans son pays et à travers le monde. La dernière en date était un article de Observer, l'édition dominicale du journal britannique The Guardian, publié le 26 décembre 2021. Un article au titre accrocheur « Le chef de l'opposition marocaine Mehdi Ben Barka était un espion, suggère les dossiers de la guerre froide ». Ça vous dit quelque chose. L'Observer reprend quasi intégralement les thèses avancées par un universitaire tchèque, Jan Koura. Ces deux articles, celui de Jan Koura en particulier, reproduisent de manière détaillée un article d'un journaliste tchèque, Petr Zidek, publié par l'hebdomadaire français L'Express en juillet 2007, auquel j'avais déjà répondu. Comme quoi les services tchèques, c'est une source inépuisable de calomnie et de désinformation. Rien donc de nouveau sous le soleil de la calomnie. Ce n'était pas la première fois que la mémoire de la figure de Mehdi Ben Barka sont attaquées. Plutôt que de s'en prendre à ses idées et à son parcours militant, ses ennemis, ses adversaires et ses détracteurs essaient de le faire passer pour un quelconque espion à la solde de tel ou tel service de renseignement. Aujourd'hui, le STB tchécoslovaque, hier le Mossad israélien, parce qu'on a déjà eu ce discours. Pourquoi pas demain, agent de la CIA, ou même agent des services secrets marocains. À partir de documents déclassifiés par la STB, Jan Koura prétend sans aucun recul, ni regard critique, que Mehdi Ben Barka aurait entretenu, bien sûr, il parle au conditionnel, sans preuve, aurait entretenu d'étroites relations avec la STB et aurait été rémunéré pour ses services. Il perd de vue qu'il s'agit de matériel brut, produit par un service de renseignement, peut-être expurgé ou incomplet, en tout cas sujet à caution. L'article de l'Observer s'inscrit dans la même logique, sans aucune enquête complémentaire. En l'absence donc de preuves matérielles, il faudrait croire sur parole les auteurs de ces articles lorsqu'ils avancent des informations aussi ridicules. À les croire, Mehdi Ben Barka serait devenu un agent des services secrets tchécoslovaques manipulé par un deuxième secrétaire de l'ambassade à Paris. Comme pour ce qui concerne Albert Pourlantin, Jan Koura, repris par l'Observer, a complètement négligé l'environnement géopolitique de la période concernée. On est dans les années 60. Prague était une pièce maîtresse dans le dispositif de solidarité mis en place par l'URSS pour relayer l'ordre du bloc de l'Est vers les mouvements de libération nationale. Prague était le siège des organisations internationales progressistes, Fédération syndicale mondiale, Union internationale des étudiants, etc. Il était le passage obligé des responsables de solidarité des peuples afro-asiatiques pour rejoindre certaines capitales africaines, asiatiques et Cuba. D'un point de vue purement pratique, leurs billets de voyage et de séjour étaient pris en charge soit directement par les trésoreries de ces organismes, soit sous-traités par les comités locaux de solidarité des pays de l'Est,
comme par exemple le comité tchécoslovaque. Mehdi Ben Barka était membre du secrétariat de l'OSPA, vice-président du comité de fonds de solidarité chargé de recueillir l'aide financière pour les mouvements de libération nationale des pays du tiers-monde, futur président du comité préparatoire de l'Atlantique occidental. À ce titre, il voyageait régulièrement en Asie, en Afrique, à Cuba et en Europe. Des aides étaient également fournies à travers la Tchécoslovaquie afin de soutenir l'action politique des forces progressistes, matériel, formation militaire, formation de militants, formation de toutes sortes, bourses d'études, etc. Étant donné l'importance de Prague, Mehdi Ben Barka y transitait régulièrement lors de ses déplacements. Et aussi, étant donné ses responsabilités, il recevait, à travers les comptes qu'il avait ouverts au nom de l'Organisation solidaire des peuples afro-asiatiques, des sommes considérables. Mais des sommes qui n'étaient pas pour lui, mais qui étaient pour l'action de solidarité internationale. Donc, au cours de ces déplacements, il n'est pas étonnant que les responsables tchèques saisissent l'occasion pour le rencontrer. Mehdi Ben Barka ne se privait pas de faire part de son analyse politique de la situation internationale. À la lumière de l'article de Koura, Mehdi Ben Barka n'aurait fourni aucune information sensible qui sort du cadre de l'analyse politique. Une remarque aussi est nécessaire. Il y a dès le départ un problème de terminologie. Du point de vue des services secrets tchèques ou d'autres services secrets, Mehdi Ben Barka est présenté soit comme une source, soit comme un agent. La nuance est importante, parce qu'on peut être une source involontaire sans toutefois devenir un agent. Mais pour des services secrets, c'est du pareil au même. Tout dépend du point de vue à partir duquel on se place. Mais aucun des documents consultés par Koura ne lève le doute. Le contenu des discussions entre Mehdi Ben Barka et les personnalités tchèques est d'ordre politique et stratégique. Il est indéniable que les analyses de Mehdi Ben Barka sur la situation marocaine, africaine et du tiers-monde en général étaient importantes. Il n'y avait aucune raison qu'il n'en fasse pas profiter un diplomate ou un responsable politique d'un pays ami. Il était dans son rôle de dirigeant politique et ne s'en privait pas. Donc, ne serait-ce que pour orienter les prises de position politiques des pays frères, entre guillemets. Il était dans son rôle. Il avait des réunions de travail de ce type régulières avec les chefs d'État, comme Nasser, comme Ben Bella, comme Nkrumah au Ghana et comme les dirigeants vietnamiens et chinois. Par ailleurs, Mehdi Ben Barka n'avait nullement besoin d'intermédiaire d'un deuxième secrétaire d'ambassade tchécoslovaque à Paris ou de passer par Prague pour échanger avec les responsables soviétiques. Ces contacts existaient déjà lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale consultative au Maroc, au lendemain de l'indépendance. De plus, le représentant du comité soviétique de solidarité afro-asiatique était un membre important du comité du Fonds de solidarité au Caire, chargé de distribuer l'aide au mouvement des personnes nationales, et il côtoyait Mehdi Ben Barka très régulièrement. Donc, une autre remarque qui ne cadre pas avec les contraintes qui auraient été imposées à un agent, une remarque aussi importante, c'est que Mehdi Ben Barka n'a jamais varié de sa ligne politique et idéologique, à savoir le développement du combat anticolonial et anti-impérialiste par le renforcement de la solidarité internationale, tout en préservant ce mouvement des influences aussi bien soviétiques que chinoises. Donc, en tant qu'agent, il aurait essayé d'influer telle ou telle décision en faveur de la position soviétique plutôt que de celle chinoise. Au contraire, il avait toujours gardé cette ligne autonome, aussi bien de l'Union soviétique que de la Chine. Et il était l'un des leaders du noyau dur tiers-mondiste, indépendant de la Chine et de l'URSS, au sein de l'Atlantique oriental, avec le Vietnam, avec l'Algérie, l'Égypte et Cuba. Et Mehdi Ben Barka avait un poids suffisamment fort pour imposer sa présidence au sein du comité préparatoire et imposer un certain nombre de prises de position complètement indépendantes de ce que pouvait imposer l'Union soviétique ou la Chine. Donc ma famille, je crois aussi bien que la famille Lantin, était profondément choquée et indignée par ces pseudo-révélations fabriquées volontairement à charge, sans aucun recul, ni analyse des situations du contexte historique et politique. L'objectif recherché est de porter atteinte à la mémoire de Mehdi Ben Barka, de dénaturer le sens de son action politique et de sa pensée en faveur de la Ligue des peuples contre le colonialisme, l'impérialisme et le sionisme.
pour leur émancipation politique, sociale et pour la démocratie. Mehdi Ben Barka, victime d'un enlèvement, d'un crime politique, n'a pas pu mener à son terme son combat pour la modernisation de la société marocaine et l'unification des mouvements progressistes du tiers-monde. Mais ses idées et son œuvre ont nourri et nourrissent encore les combats de plusieurs générations de Marocains et au-delà. Les atteintes à sa mémoire ne sauraient altérer son combat ni diminuer la portée de sa contribution à l'émergence d'une société nouvelle. De la même manière, les soi-disant révélations à propos d'Albert Follentin ne pourront en aucune façon occulter son importante contribution active et intellectuelle aux luttes de libération nationale en tant que militant anticolonial et en tant que journaliste engagé. Et enfin, je crois que nous sommes surpris de la facilité avec laquelle certains peuvent accéder à des milliers de documents, alors que depuis nous, 59 ans, nous avons, avec nos avocats, les pires difficultés à consulter les documents des services secrets français, israéliens ou américains, et qui pourraient nous aider à connaître enfin la vérité sur le sort de mon père. Donc bien sûr, ce combat pour la vérité continue, mais parallèlement à ce combat, aussi un combat pour la mémoire. On s'est rendu compte que l'affaire Ben Barka, ou le combat pour la vérité, a occulté pendant un certain temps l'action et la pensée de Mehdi Ben Barka. C'est un petit peu pour pallier à ce manque qu'en 1999, nous avons créé l'Institut Mehdi Ben Barka Mémoire Vivante, qui s'est donné pour tâche de faire connaître son action par un certain nombre de tâches. Donc, l'une des premières tâches, l'acte de naissance de l'Institut a été de publier ou d'éditer les écrits de Mehdi, qui étaient un peu éparpillés. Une première édition avait eu lieu en 1966 aux éditions Maspero, sous le titre Option révolutionnaire au Maroc, qui était un petit peu son témoignage, son héritage, son testament politique. Nous avons pu récupérer d'autres documents, d'autres textes importants, aussi bien sur le néocolonialisme, sur le développement, sur la démocratie locale, documents qui étaient en arabe, en français ou en anglais. Donc on a pu sortir un premier ouvrage, qui s'appelle Les écrits de Mehdi Ben Barka en 1999. En 2015, à l'occasion du centenaire de sa naissance, une réédition complétée est aussi sortie, tout cela aux éditions Sileps. Mais parallèlement à ce travail d'édition, aussi un travail, de mémoire, à travers des conférences, sur son action, sur son travail, mais aussi sur l'affaire, et aussi un travail de mémoire et d'hommage d'ordre artistique. Plus particulièrement, il y a eu 2 grandes expositions qui ont eu lieu, l'une à Paris en 2007 et une à Rabat en 2008. À Paris, à l'occasion du 40e anniversaire, avec la contribution de 40 artistes, chacun avec une œuvre en hommage à Mehdi Ben Barka. Et en 2008, à Rabat, une grande exposition aussi avec des artistes marocains, français, palestiniens, espagnols, aussi, qui a duré 2 mois, en hommage à Mehdi, par des œuvres originales. Voilà un petit peu donc, ce travail de mémoire qui se continue aussi par le genre d'action. Et aussi un travail très particulier dont vous avez entendu parler, c'est le rassemblement chaque année, le 29 octobre, devant la brasserie Lippe, là où Mehdi Ben Barka a été enlevé, quel que soit le jour de la semaine, le 29 octobre, donc à 18h. On se retrouve tous ensemble, donc c'est devenu un rendez-vous de camarades et d'amis qui se revoient une fois par an devant la brasserie Lippe pour rendre un hommage à Mehdi Ben Barka, pour aussi exiger de connaître la vérité sur son sort, mais aussi un travail de mémoire et aussi un travail de justice contre l'impunité. Donc là aussi, ceux qui sont parisiens, le 29 octobre prochain, donc je vous donne rendez-vous devant la brasserie Lippe à 18h pour un rendez-vous, je dirais, de mémoire et d'espoir. Et je vous remercie.